Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire dont on va parler aujourd'hui, c'est une histoire que j'avais envie de traiter depuis un petit moment. Mais comme il y avait pas mal de rebondissements, je me disais qu'il valait mieux attendre. Donc au moment où sortira ma vidéo, peut-être qu'il y aurait de nouveaux rebondissements encore. Je vous le mettrai en barre des commentaires si tel est le cas. Ceci étant, j'espère que ma vidéo ne dérangera pas la famille sacrée. J'ai essayé de rester vraiment le plus objectif possible lors de la présentation de l'affaire. Et puis pour la conclusion, je pense que je ne vais pas trop développer mon opinion dessus puisque l'instruction est en cours. Et je pense que je vais rester assez succincte dans la partie opinion. Bref, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. C'est à 9h30 ce matin au tribunal de grande instance de Lyon que le procureur de la République et certains membres de la famille de Myriam Sacry, accompagnés de leur avocat, se rencontraient pour les conclusions du rapport d'autopsie. Une rencontre particulièrement attendue par des proches venus s'assurer que tout sera mis en œuvre pour que la vérité soit faite dans cette affaire. La famille veut savoir ce qui s'est passé. Est-ce un suicide? Est-ce autre chose? Ce qui marque cette famille, si vous voulez, c'est que Myriam Sacry était une femme pleine de vie, une battante. Pour certains, elles avaient eu des conversations quelques heures avant son suicide et l'annonce de cette mort violente et brutale les a littéralement sidérés. Tout commence le 24 septembre 2011 en agglomération lyonnaise. Ce matin-là, aux alentours de 10h, le centre d'appel d'urgence de la gendarmerie d'Irigny contacte la caserne du 2e arrondissement de Lyon pour leur signaler que l'une de leurs téléopératrices de 32 ans, Myriam Sacry, ne s'est pas présentée à son poste ce matin. Des gendarmes de la caserne se rendent alors à l'appartement de la jeune femme. Ils frappent, pas de réponse. L'appart, il est situé en rez-de-chaussée. Du coup, l'un d'eux décide de rentrer par la fenêtre. Il pénètre à l'intérieur du domicile et c'est sur le canapé qu'il découvre le corps sans vie de sa collègue, avachie, du sang au niveau de l'abdomen, son arme de service à ses pieds, du côté gauche, et un petit papier sur la table basse juste en face d'elle, sur lequel est écrit « Merci au colonel G, ce connard ». Son chien Glasgow, lui, est posé pas très loin de sa maîtresse, calme. Le colonel G, mentionné sur le bout de papier, est à ce moment-là le commandant de la gendarmerie du Rhône, mais je ne peux pas vous dévoiler son nom pour des raisons évidentes. Dès la découverte du corps, l'IGGN, donc l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui se trouve déjà sur place pour enquêter sur une autre affaire, mais qui a un rapport avec Myriam Sacry, on y reviendra après, prend en charge l'enquête avec à ses côtés le fameux colonel G. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, l'arme qui a été retrouvée au pied de Myriam Sacry à sa gauche est celle qui lui a servi à tirer la balle, et c'est vraisemblablement son arme de service. Par ailleurs, une seconde douille a été retrouvée sous son canapé. L'autopsie, quant à elle, révèle que Myriam Sacry n'a subi aucune agression sexuelle. La mort a été causée à la suite de la perforation du foie, donc avec l'arme. La trajectoire de la balle est descendante. On situe le décès aux alentours de 3h du matin et un bout de peau est prélevé, mais il est finalement inexploitable puisqu'il a mal été conservé. Les gendarmes qui vivent dans la caserne sont questionnés pour savoir s'ils ont entendu quelque chose au milieu de la nuit. Personne n'a entendu ni de coup de feu, ni d'aboiement de chien, ce qui est quand même assez étrange. Et lorsque la famille est tenue informée des pré-conclusions de l'IGGN, à savoir qu'il pourrait s'agir d'un suicide, là tout de suite pour eux c'est impossible. C'est impossible puisque déjà d'une part ils connaissent la jeune femme, certains l'avaient même eu quelques heures avant son décès par téléphone, et puis Myriam c'était une battante qui était en train de mener un combat toute seule, mais un combat qui lui tenait terriblement à cœur. Laissez-moi un peu vous parler de cette gendarme. Myriam Sacry, c'était une belle femme de 32 ans qui, dès son plus jeune âge, rêve de faire un métier qui vient en aide aux autres. C'est une personne que ses proches décrivent comme très généreuse, très soucieuse du bien-être de ceux qui l'entourent, mais également des animaux, puisqu'elle devient végétarienne à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, et c'est sans surprise pour eux qu'elle s'engage chez les pompiers volontaires à 16 ans, mais son souhait, et elle est très claire là-dessus, c'est de devenir gendarme. C'est un métier qu'elle voit comme porteur de grandes valeurs et qui lui permettra de venir en aide aux plus faibles. Elle accomplit ce rêve en 2004 à l'âge de 25 ans et c'est comme elle l'espérait. Elle vit son métier avec passion, avec dévotion, mais en parallèle, elle maintient ses fonctions de pompier volontaire puisqu'elle deviendra même formatrice pour les jeunes recrues de Givors. Le souci, c'est que fin 2010, Myriam a un accident lors d'une mission en tant que pompier volontaire qui la cloue à l'hôpital le temps de sa rééducation. Son genou est fortement fragilisé, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus faire de terrain. Toutefois, on lui propose, le temps de se remettre complètement, d'intégrer en tant que téléopératrice le CORG de Lyon, donc le centre des appels d'urgence.
Elle accepte et c'est à partir de là que sa vie bascule. Elle s'installe donc à la caserne du 2e arrondissement de Lyon et quand elle prend ses fonctions au Korg, tout de suite, elle est marquée par des comportements très bizarres venant de certains de ses collègues. Elle voit par exemple que certains gendarmes raccrochent au nez des usagers d'origine maghrébine et subsaharienne en leur demandant d'aller apprendre correctement le français avant de les rappeler pour une situation d'urgence. D'autres se permettent même d'employer des termes comme boucaque, bougnoul, et de façon totalement décomplexée devant elle. Et elle remarque même que certains gendarmes, donc les mêmes qui tiennent ces propos racistes, ont des comptes Facebook sur lesquels ils publient, là encore de façon ouverte et décomplexée, des insultes à caractère racial, discriminatoire, des photos pareilles à caractère racial et discriminatoire, sans craindre de quelconque mesure disciplinaire, ce qui lui paraît de prime abord complètement fou. Après quelques semaines d'observation, Myriam écrit un courrier à sa hiérarchie, donc le fameux colonel G, afin de l'alerter sur ses comportements, sur le fonctionnement du Korg, le fait que des gens raccrochent au nez des usagers, ce qui est très dangereux, puisque la personne est peut-être dans une situation de grande détresse ou de grand danger. Donc elle lui parle de tout ça dans son courrier. Et puis il faut savoir que Myriam Sacry, c'est une jeune femme qui est d'origine maghrébine. Du coup, ça la touche de voir ce genre de choses. Elle n'a pas l'habitude de ça. Enfin, tous les collègues qu'elle a eus par le passé, que ce soit à la gendarmerie ou chez les pompiers volontaires, n'ont jamais tenu ce type de propos. Donc pour elle, c'est une première, c'est extrêmement choquant. Quelques semaines après, donc en mai 2011, son responsable, le fameux colonel G, la reçoit dans son bureau et l'écoute attentivement par rapport au courrier qu'elle lui avait envoyé. Donc il l'écoute, établir les faits, tout ça, et puis il lui dit « Ok, très bien, vous m'avez dit ce dont vous avez été témoin, ok, très bien. » À la suite de quoi, aucune mesure disciplinaire n'est prise. Et c'est à partir de là qu'elle devient ouvertement la cible des collègues qu'elle avait dénoncés, puisqu'elle se fait traiter de bougnoul, de sale race, et là encore devant tout le monde. Il va lui être reproché, notamment par sa hiérarchie, d'avoir posé des arrêts maladie, alors même que ces arrêts maladie étaient motivés par la situation de harcèlement qu'elle subissait. Donc on a d'un côté ses collègues qui la harcèlent au quotidien, à son poste de travail, et d'un autre côté sa hiérarchie qui lui reproche, en la traitant de feignasse par exemple, d'avoir posé des arrêts pour s'éloigner de cette situation de harcèlement. Début juin, donc face à ce climat hostile, Myriam Sacry fait une demande de mutation au motif qu'elle ne souhaite pas faire de vagues. Ça lui est refusé. Et le 26 du même mois, sa hiérarchie, le colonel G, la convoque une nouvelle fois dans son bureau donc, pour parler de la situation qu'elle subit au quotidien. Il va l'écouter raconter un peu toutes ces situations de harcèlement dont il est au courant, puisqu'il assiste à certaines. Et rien n'est fait par la suite, voire pire, puisque c'est elle-même qui est menacée de sanctions disciplinaires, puisqu'elle a consulté des documents informatiques sans autorisation. Face à cette situation, elle prend rendez-vous avec un avocat afin de porter plainte au pénal. Et là, son avocat lui dit « Oui, c'est possible de porter plainte contre votre responsable, contre vos collègues, pour des faits de harcèlement et de racisme. Seulement, il faut monter un dossier. Il faut apporter le plus de preuves possible. » Elle se rend auprès de ses collègues avec qui elle n'a aucun problème, mais qui assistent à son harcèlement quotidien. Et elle leur demande de lui fournir des attestations pour les remettre à son avocat. Ses collègues gendarmes vont refuser puisque eux-mêmes craignent de devenir eux-mêmes la cible de harcèlement. Ils vont même lui envoyer des textos dans lesquels il s'excuse en lui disant « Écoute, je sais ce que tu endures, je sais que c'est très difficile, mais je ne peux pas prendre ce risque puisque j'ai pas envie de me faire pourrir au quotidien. » Ce qu'elle va faire, Myriam, c'est que ces textos vont servir à alimenter son dossier puisqu'il s'agit effectivement de preuves. Et elle devait remettre à son avocat ce dossier 2 jours après avoir été retrouvée morte dans son appartement. L'IGGN, quant à elle, était déjà sur place à la caserne pour les faits que Myriam dénonçait, à savoir le harcèlement, le racisme. Donc eux se trouvaient déjà à Lyon pour mener une enquête. C'est pour ça qu'ils ont enquêté sur la mort de Myriam Sacry. Lors du début de l'enquête, tous les effets personnels de Myriam Sacry ont été saisis par l'IGGN et ils ont été mis sous scellé. Le 30 septembre, soit une semaine après la découverte du corps de Myriam Sacry, un hommage lui est rendu à Givors, qui est donc sa ville natale. Il y a également la cérémonie religieuse et aucun membre de la caserne de Lyon 2, à savoir des collègues gendarmes ou même des membres de la direction, ne s'y est présenté. La famille de Myriam apprendra plus tard que la direction a envoyé une note à tous ses collègues
pour leur dire que la famille Sakri ne souhaitait pas voir de gendarmes en uniforme lors de la cérémonie religieuse, ce qui a été totalement démenti par la famille de Myriam Sakri. En amont, l'IGGN, donc, qui était sur place au départ pour mener une enquête sur les accusations de Myriam, interroge tous ses collègues par rapport à ce qu'elle avait dénoncé, à savoir les insultes raciales, les usagers qui se faisaient raccrocher au nez, le harcèlement qu'elle subissait. Et là, c'est comme qui dirait l'omerta. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Son responsable, donc le colonel G, lui affirme de son côté que, en fait, ces accusations étaient une espèce de vengeance de la part de Myriam Sakri, qui avait fait une demande de mutation qui lui avait été refusée, qu'en plus de ça, comme elle savait que des mesures disciplinaires pesaient sur sa tête parce qu'elle avait consulté des documents informatiques sans autorisation, elle avait décidé de se venger en lâchant cette fameuse histoire de racisme et de harcèlement. Et ce qu'il est utile quand même de préciser, c'est que certains membres de la famille de Myriam, mais également de son entourage, étaient au courant de tout ce qui se passait, de ce qu'elle subissait au quotidien, puisqu'elle leur en parlait, de la plainte qu'elle voulait déposer, du combat qu'elle voulait mener. Et l'une de ses nièces a même été convoquée quelques jours avant le décès de Myriam Sakri. L'une de ses nièces a été convoquée à la gendarmerie sous prétexte que sa tante aurait usurpé son identité. En gros, en fait, sa nièce, elle explique qu'un jour, elle est convoquée à la gendarmerie, elle s'y rend, et là, elle a un gendarme en face d'elle qui lui dit, voilà, on est en train d'enquêter sur une personne qui aurait usurpé votre identité pour effectuer un achat avec votre carte bancaire. Le gendarme lui dit que la personne qui a fait ça est donc Myriam Sakri, et il lui dit, voilà, c'est une usurpation d'identité, il va y avoir des mesures disciplinaires, etc. Et là, la nièce lui a dit, mais non, elle n'a pas usurpé mon identité, c'est simplement un membre de ma famille qui m'a demandé ma CB, je lui ai passé ma CB. Et le gendarme, en gros, lui aurait dit, dis-lui de se calmer un peu parce qu'elle est en train de se faire pas mal d'ennemis et ça peut craindre pour elle. Donc voilà. En janvier 2012, l'IGGN rend son rapport concernant la mort de Myriam Sakri. Dans ce rapport, il est indiqué que la jeune femme s'est suicidée pour raisons personnelles. Donc d'après eux, le soir de sa mort, elle a beaucoup bu, complètement déprimée par les mesures disciplinaires qui allaient être prises contre elle d'ici peu. Et là, pour la famille de Myriam Sakri, ça coince. Ça coince pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, Myriam, c'était pas une jeune femme qui était suicidaire. Le soir de sa mort, elle a eu plusieurs personnes de son entourage au téléphone, quelques heures même avant l'heure présumée de sa mort, avec qui elle était détendue au téléphone, elle était joyeuse, elle exprimait même sa détermination par rapport à ce qu'elle était en train de mener comme combat. Et la deuxième et la plus importante surtout, c'est qu'elle venait tout juste de réussir son examen d'officier de police judiciaire. C'était son rêve et ça lui permettrait de partir de la caserne du 2e arrondissement et donc du Korg. Ajoutons à cela qu'elle s'apprêtait à porter plainte contre sa hiérarchie. C'est un combat qui lui tenait vraiment à cœur. Et elle avait même contacté Siem Swede. Siem Swede, c'est une policière française qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Omerta, dans lequel elle explique qu'elle a été victime et témoin d'actes de racisme de façon quasi quotidienne dans le service dans lequel elle travaillait. Et c'est une femme qui est plusieurs fois intervenue à la télé, à la radio pour parler de son expérience et pour parler de l'omerta justement autour de cette problématique. Et elle avait contacté Siem Swede justement pour lui dire voilà ce que je vis, qu'est-ce que tu me conseilles. Siem Swede lui avait dit écoute, moi ce que je te conseille c'est simple, tu portes plainte au pénal, chose qu'elle s'apprêtait à faire. Et sans même parler de l'état psychologique de Myriam Sakri au moment de sa mort, il y a pas mal de choses qui clochent au niveau de l'enquête. Par exemple, la première chose, c'est que la trajectoire du tir, elle est descendante, ce qui a priori est pas possible puisqu'elle a été retrouvée avachie sur son canapé. Donc comment la trajectoire aurait pu se retrouver descendante comme ça, même si elle avait été debout au moment de se tirer une balle. Enfin, qui se tire une balle comme ça, en fait, ça n'a pas de sens. Le deuxième point, c'est que l'arme, elle a été retrouvée par terre, à sa gauche. Or, Myriam Sakri était droitière. Il me semble pas qu'elle était ambidextre, elle était droitière. Il y a également cette histoire de douille qui a été retrouvée sous son canapé, une seconde douille qui a été retrouvée sous son canapé, mais il n'y a eu aucune investigation faite pour comprendre à quoi elle correspondait, pourquoi elle se trouvait là. Maintenant, par rapport à l'endroit qu'elle aurait visé, à savoir l'abdomen, le foie, là encore, ça paraît bizarre. Enfin, on parle quand même d'une jeune femme qui a été pompier volontaire, qui a été gendarme, et pour se suicider, elle vise son foie. Les gens ont plutôt tendance à viser la tête. Bon. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est que personne dans l'immeuble n'a entendu la détonation à 3h du matin. Le quartier du 2e, là où se situe la caserne, c'est un endroit assez calme.
Et surtout à 3 heures du matin, à mon sens, surtout d'après la famille, mais également à mon sens, à 3 heures du matin, on entend quand quelqu'un tire une balle. Mais les gens n'ont entendu ni la balle, ni le chien aboyer. Le chien, il aurait aboyé si sa maîtresse se serait donné la mort comme ça devant lui, ne serait-ce que par peur. Or, personne n'a entendu ni détonation, ni aboiement. Bon, c'est les petits points qu'ont relevé la famille et qui effectivement paraissent très troublants. Du coup, à la suite des conclusions de l'IGGN, en janvier 2012, la famille Sacry porte plainte pour harcèlement et discrimination. La procédure est classée sans suite le 9 mars au motif qu'aucun témoignage n'a pu apporter de preuve de ce harcèlement ou de cette discrimination. Et on apprendra bien des années après que c'est totalement faux, puisque certains gendarmes avaient finalement parlé à la suite de la mort de Myriam Sacry ils avaient parlé à l'IGGN pour dire qu'effectivement ils avaient été témoins de scènes de harcèlement et de discrimination, mais ces PV avaient été écartés de la procédure. Quelques mois plus tard, la famille Sacry se constitue partie civile et porte plainte cette fois pour harcèlement et meurtre. Le 31 octobre 2013, le juge d'instruction rend un non-lieu confirmé en appel le 29 juillet 2014, puis par la Cour de cassation le 21 octobre 2015. Début 2018, la famille Sacry prend un nouvel avocat qui demande au parquet de Lyon de rouvrir le dossier et de saisir la police pour que ce soit elle qui enquête et non pas la gendarmerie. L'IGGN dépend de la gendarmerie, donc là, la volonté de la famille, c'est que ce soit non pas la gendarmerie qui enquête sur des gendarmes, mais la police qui enquête sur le meurtre présumé d'une gendarme. Rappelons-leur que nous sommes prêts à défendre l'honneur du gendarme Myriam Sacry, harcelé, menacé, décédé. Meurtre ou suicide? 7 ans après, les doutes subsistent encore sur la mort du gendarme Myriam Sacry, dont le corps sans vie avait été retrouvé avec une balle dans le foie dans une caserne à Lyon. Menée par l'IGGN, l'enquête avait conduit à un suicide pour cause personnelle. Mais sa famille et ses proches refusent d'y croire. Ils étaient réunis cet après-midi devant le tribunal de grande instance pour demander la réouverture d'une enquête indépendante. Moi, j'ai eu ma sœur 3 jours avant sa mort. Elle était tout à fait combative. C'était quelqu'un qui ne lâchait pas l'affaire. Et ça, ils l'ont senti très rapidement. Donc, ils l'ont éliminée le plus rapidement possible. C'est ce que je pense. Elle nous avait bien dit qu'elle avait du lourd. Donc, on aimerait récupérer ses affaires pour pouvoir voir ce qu'elle nous a laissé. Et puis de là, bien sûr, réouvrir le dossier. Absolument. Ce décès n'est lié qu'à des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, il est temps pour la justice française, après 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison, de réexaminer, de réétudier, de reprendre cette instruction à la faveur d'un élément nouveau que nous sommes en train de préparer, que nous formaliserons prochainement et que nous remettrons entre les mains du procureur de la République de Lyon. Il demande également à récupérer tous les scellés relatifs à cette affaire, mais en mars, le parquet leur répond que ces scellés ont été détruits. Le 25 novembre 2020, la famille Sacry demande une nouvelle fois la réouverture de l'enquête pour harcèlement et homicide puisqu'ils ont de nouveaux éléments à apporter au dossier, parmi lesquels des attestations d'une vingtaine de gendarmes qui ont travaillé avec Myriam Sacry en 2011 et qui semblent assez édifiants. On a par exemple l'un d'eux qui explique qu'en 2011, à la suite de la mort de la jeune femme, il a été interrogé par des enquêteurs de l'IGGN qui lui ont posé des questions très orientées sur Myriam Sacry, dans le but de la discréditer. Et selon lui, clairement, l'intérêt c'était de classer le plus rapidement possible la mort en suicide. 2 autres gendarmes affirment que Myriam Sacry leur avait parlé des injures raciales qu'elle subissait au quotidien à son poste de travail et du harcèlement dont elle était victime de la part de ses collègues, mais également de sa hiérarchie. Un autre gendarme raconte qu'au printemps 2011, soit quelques mois avant la mort de Myriam Sacry, il s'est rendu au Cork de Lyon dans le cadre de ses fonctions. Et là, il dit qu'il a assisté à une scène complètement surréaliste, à savoir plusieurs gendarmes qui insultaient Myriam Sacry, qui était à son poste, et qui l'insultaient à coups de sale race, sale bougnoule, et ce devant tout le monde, sans que personne ne s'interpose et sans que la hiérarchie n'intervienne. Et pour expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas parlé par le passé, en fait, ils expliquent qu'à la suite de la mort de Myriam Sacry, lorsqu'il y a eu l'enquête par l'IGGN, ils ont reçu des pressions. On leur a dit qu'il était préférable pour eux de ne pas trop parler, de ne pas trop raconter ce qu'il s'était passé en interne. Ils avouent que ça leur a fait peur, qu'ils n'avaient pas envie de devenir eux-mêmes la cible de harcèlement et que c'est donc la raison pour laquelle ils n'ont pas parlé.
Le 26 janvier 2021, le parquet général de Lyon requiert devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon la réouverture d'une information judiciaire pour harcèlement et homicide involontaire à la vue de toutes ces attestations sur l'honneur fournies par l'avocat de la famille Sacry. Justice pour Myriam. C'est avec ce message inscrit sur leur masque que les proches de Myriam Sacry sont arrivés en nombre à la cour d'appel de Lyon ce mardi matin. Près de 10 ans après la mort de cette gendarme de 32 ans, d'origine algérienne, sa famille attend des réponses. Pour elle, la thèse d'un suicide pour raison personnelle ne tient pas la route. Écoutez Hassina Sacry, la sœur de Myriam. On a besoin de faire toute la lumière et d'avoir toute la vérité sur ce que s'est-il passé. Et chaque étape, première étape, harcèlement, homicide involontaire. Retrouvée morte dans son logement de fonction en 2011 avec son arme de service à ses pieds, Myriam Sacry avait de son vivant fait part à ses proches de faits présumés de harcèlement sur son lieu de travail. En 2015, un non-lieu définitif avait été prononcé. Mais depuis, la parole s'est libérée. Les proches de la gendarme de 32 ans ont recueilli des dizaines de témoignages d'anciens collègues qui attestent d'un harcèlement au travail, d'insultes, de racisme, d'une mise à l'écart dans les mois qui ont précédé son décès. Écoutez l'avocat de la famille. On est face à des investigations qui étaient complètement biaisées parce qu'on a instruit davantage à charge finalement contre Myriam Sacry plutôt que de tenter de faire toute la vérité, et y compris une vérité qui aurait pu affecter les supérieurs hiérarchiques de Myriam Sacry. Après examen de ces nouveaux éléments, la chambre d'appel de la Cour de Lyon a décidé de renvoyer sa décision au 30 mars prochain. Et tout récemment, soit le 2 avril, la Cour d'appel de Lyon accepte la réouverture de l'enquête. Bon, du reste, pour mon opinion, ça va être très rapide, très succinct, parce que comme voilà, l'enquête elle est toujours en cours. Le premier truc en fait, et qui me tenait vraiment à cœur, c'est que tout au long de l'affaire, quand je lisais et tout, j'étais dégoûtée que ça soit passé à Lyon. Je sais, vous allez me dire, oui, mais il y a des méchants de partout et tout. Mais en fait, vu que j'ai grandi à Lyon, c'est ma ville, c'est mon terroir à moi, en fait, ça me fait mal de me dire que des gendarmes aient pu se comporter comme ça à Lyon. Surtout que, moi, en fait, dans ma tête, et vous allez comprendre pourquoi, dans ma tête, en fait, le gendarme, je le vois comme ouais, je vois ça comme un métier noble, genre avec des grandes valeurs, des principes, pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que quand j'étais petite, tous mes étés, enfin jusqu'à mes 12-13 ans, tous mes étés, je les passais à la campagne. Et à la campagne, c'est des gendarmes. Donc je voyais ces gendarmes qui se baladaient comme ça dans le village, de temps à autre, qui intervenaient. Et je sais pas, je les trouvais rassurants. Et je pense que ça a beaucoup été influencé par l'idée que depuis petite, là encore, dans ma tête, le gendarme, c'est Jean-Bert. Jean-Bert, bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent le gendarme Jean-Bert, c'est celui qui a enquêté dans l'affaire des disparus de Lyon. Et du coup, pour moi, le gendarme, c'était Jean-Bert. En fait, cette construction, elle est restée dans ma tête depuis toujours, même à l'âge adulte. Je me suis toujours dit, ouais, les gendarmes, c'est un métier noble. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait mal au cœur. Après, j'ai bien conscience, et je le souligne, que la majorité des gendarmes ne sont pas comme ça, et bien heureusement d'ailleurs. Pour moi, et je veux y croire, et je vais continuer à y croire, la plupart sont des gens vraiment corrects. Mais comme pour tout dans la vie, malheureusement, il y a une petite part comme ça qui est là, qui salit, on va dire, le truc, et qui fait qu'après, on va avoir tendance à voir les choses de façon très négative, on va englober le tout. Le deuxième point, en fait, et je vous l'ai dit, ça va être très rapide, c'est que j'ai lu quelque part que Myriam Sacry, quand elle avait commencé à fouiller dans les dossiers informatiques sans autorisation, donc elle allait recevoir une mesure disciplinaire pour ça, apparemment elle serait tombée sur des documents assez chauds impliquant des faits d'agression sexuelle sur mineurs et des personnalités soit du monde politique, soit un peu connues de Lyon, et qu'elle allait remettre tout ça à son avocat. Mais bon, comme toutes ces affaires ont été mises sous scellé et qu'ensuite ça a été détruit, on ne le saura jamais, mais j'ai cru lire ça quelque part. Si c'est le cas, franchement c'est délicat, c'est chaud, et limite, si c'est ça va participer à l'idée que je me faisais d'elle, à savoir une grande dame, parce que par rapport à tout ce que j'ai lu sur elle, et vraiment tout c'était unanime, c'était une femme extraordinaire, avec de grandes valeurs, avec une éthique, genre qui faisait tout dans les règles, tout dans les règles. Selon moi, ça se voyait au niveau de son visage.
elle avait un visage gentil. Et je sais que gentil, ça veut rien dire en soi, mais en tout cas, elle avait un visage qui me laissait penser que c'était une femme bien, que c'était quelqu'un de bien. Et je pense que des fois, ça se lit sur le visage quand quelqu'un est bien. Bah, j'ai l'impression que ça se lit. Donc, bon, moi, ça m'étonnerait pas. Et en même temps, je me dis, ouais, bah, voilà, elle a essayé de se battre jusqu'au bout pour des choses justes, pour les... Voilà. Déjà, de base, elle s'était battue par rapport à ce que ses collègues, certains de ses collègues faisaient au sein du Korg. Je sais pas, moi, il y a des trucs que je ne comprendrai certainement jamais. Et je pense que c'est tant mieux que je les comprenne pas, puisque ça veut dire que mon esprit, en fait, il n'a pas encore emmagasiné le fait qu'on puisse faire de telles choses. Donc, moins on les comprend, ces choses, et moins on en est proche, et moins on est susceptible de les mettre en pratique, je pense. Après, je suis pas psy ou thérapeute ou quoi, mais je pense que des fois, quand on ne comprend pas certaines choses, il faut en être content et rassuré. Enfin bon. Bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous intéressait, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.